tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. À tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre site YouTube, sur notre chaîne YouTube d'ailleurs. Merci. Vous nous aidez, c'est très apprécié. On a évidemment tous les réseaux sociaux, les plateformes audio. On est littéralement partout. Vous pouvez nous suivre, aimer, commenter, faire toutes ces belles choses-là. Salim, ça va bien? Écoute, ça va surtout que l'actualité politique, là, elle nous laisse pas un instant, puis tant mieux quand on aime la politique, c'est ça. Puis c'est un balado qui est fait un petit peu pour vulgariser la politique, la rendre un petit peu intéressante un peu à tout le monde, sans aucune prétention. Et faut pas oublier, quand on veut de bonnes informations, c'est pas sur les balados, c'est dans les médias traditionnels. Moi, je crois à ça, on le redit, mais quand même une semaine intéressante. Mais on va en parler. Mais puisqu'on va en parler avec notre invité, je veux juste dire, est-ce qu'on doit mettre en place un système de cartes chouchou? Tu sais, comme tout le monde en parle à l'époque. Parce qu'il n'y a pas grand personnes qui sont revenues. C'est ça que j'allais te poser comme question. Est-ce que c'est la première fois qu'un invité revienne pour la deuxième fois? C'est la deuxième fois. On a eu Éric Duhem qui est arrivé une deuxième fois, là, après sa défaite crève-cœur pour lui dans Arthabasca. C'est ça. Mais là, c'est la deuxième fois qu'on reçoit la mairesse de Longueuil. Bonjour, Catherine Fournier. Bonjour. Ça me fait plaisir, d'autant que vous tournez à Brossard, là, donc c'est chez ma voisine. Il y a moins d'excuses là, pour nous éviter, je pense. Puis ça tombe à point là, avec cette semaine très, très remplie en matière d'actualité politique là, pour tous les passionnés. Je pense que ça va être une belle conversation. Ben, tout à fait. Puis, la première fois, j'avais fait exprès de vous voyer, la mairesse de Longueuil. J'avais expliqué pourquoi. Si vous me le permettez, je vais vous tutoyer cette fois-ci. Je vous le permets de me tutoyer. Voilà. Et pour ceux qui veulent savoir pourquoi, ils ont qu'à retourner à l'autre épisode qui était déjà très intéressant à l'époque. Alors, Catherine, toi qui as été députée à l'Assemblée nationale, quand même un bon bout, là, de 2016 à 2021. À 2021, quand même. Près de 5 ans. C'est ça, donc environ 5 ans. Tu as eu l'occasion de siéger comme collègue à l'Assemblée nationale au milieu des 125 autres, les 124 autres, avec M. Legault. Et M. Legault a annoncé son départ de la vie politique. Il n'a pas encore quitté officiellement, mais ça s'en vient. Je sais que tu avais écrit quelque chose sur les réseaux sociaux à ce sujet-là, mais veux-tu un petit peu nous parler de M. Legault, peut-être quelques interactions que tu as pu avoir avec lui à l'époque où tu étais à l'Assemblée nationale, puis évidemment, comme mairesse de Longueuil vis-à-vis d'un premier ministre du Québec? Oui. Mais d'abord, j'avais déjà entendu beaucoup de bons mots à son égard, puisque lorsqu'il était député du Parti québécois, on l'oublie souvent, mais sa feuille de route est très, très longue. Il était sur la Rive-Nord, puis moi, ma grand-mère était très engagée au sein du Parti québécois à l'époque, puis bon, elle était dans sa circonscription, donc elle le connaissait, puis elle m'en avait déjà parlé, comme quoi c'était un homme très, très accessible. Évidemment, ma grand-mère était déçue de son changement de cap politique, mais ceci étant dit, sur ses qualités humaines, j'avais déjà des préjugés qui étaient favorables, puis comme de fait. Puis c'est drôle parce que cette semaine, en fouillant dans mes vieilles photos pour cette fameuse trend 2016 là, que tout le monde a fait, de retourner dans ses archives. J'ai manqué ça, moi. J'ai manqué ça, mais en tout cas, fais un petit peu le tour de ton Instagram, tu vas en voir quelques-uns. Mais j'ai retrouvé une petite vidéo qui avait été prise lorsque je suis arrivée à l'Assemblée nationale, puis je rencontrais des collègues dans les corridors et tout ça. Puis il y a une vidéo de M. Legault qui m'accose pour me souhaiter la bienvenue à l'Assemblée, puis très, 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 très content et soulignait qu'il était heureux de voir la jeunesse et prendre sa place en politique. Puis je me suis dit, voilà, tu sais, c'est quelque chose de chic quand même qu'il a fait dès mon arrivée. Puis je trouve que ça symbolise bien la personne qui était, au-delà des idées ou des allégeances politiques. Là, évidemment, je pense que les gens qui nous écoutent comprennent qu'on a des visions différentes sur plusieurs aspects de la vie politique, mais humainement parlant, c'était quelqu'un de très, très ouvert. Même maintenant que je suis mairesse, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises, de soumettre des projets. Puis c'était jamais un non
catégorique, dans le sens où il était quand même curieux, voulant savoir plus, très respectueux aussi. Tu sais, j'ai justement jamais senti que parce que j'étais plus jeune ou parce que j'étais une femme, notamment lorsque j'étais députée, qu'il considérait moins les propos que j'avais ou les questions que je lui posais. Là, parce que comme députée indépendante, j'avais eu quelques interactions en commission parlementaire directement avec lui. Puis surtout, c'était quelqu'un de très, très drôle. Pour avoir assisté quelques fois au souper de la tribune parlementaire, qui est un événement annuel privé, contrairement à Ottawa où c'est public, là, où les chefs font des discours à saveur humoristique devant la presse, mais où c'est web diffusé. À Québec, c'est 100% privé. On n'a pas le droit d'enregistrer quoi que ce soit. Puis je suis allée, je pense, chaque année où j'ai été députée, et honnêtement, c'était toujours le plus drôle. Donc, puis ça témoigne bien de comment il agissait aussi en privé, dans le sens que je pense qu'il se prenait pas trop au sérieux. Puis je pense même que ses collaborateurs le disent, c'était même un peu dangereux parfois, parce qu'il fallait qu'il s'empêche de faire des blagues devant lui parce que il allait les répéter en public. Puis on s'entend des fois dans sa personnalité, il est un petit peu maladroit. C'est sympathique. Je pense pas qu'il voulait mal faire. Puis aussi, c'est une des choses que j'ai soulignées, c'est qu'au-delà des idées, je pense que quand tu t'engages autant pour le Québec, probablement, on doit souligner cet investissement-là de soi. Tu sais, il a été 25 ans en politique, le M. Legault. Je pense que juste ça vaut beaucoup de respect. Mais au-delà de ça, donc son engagement puis sa volonté de changer positivement le Québec, je pense que c'est ça qui anime toutes les personnes qui se lancent en politique. Tout le monde veut faire de son mieux. Puis quand tu portes le chapeau de premier ministre, je veux dire, les responsabilités sont grandes, la pression l'est tout autant. Donc, je pense que c'est un homme sincère qui a toujours cherché à faire de son mieux, même si on peut être en désaccord avec le mieux en tant que tel. Mais je pense que tu le décris très bien. C'est aussi un petit peu ce que, comment dire, les échos qu'on en a. Là, beaucoup de monde autour de lui qu'on a pu croiser, effectivement. Puis tu le dis bien, puis c'est drôle parce que tu sais, tu disais un petit peu un petit côté maladroit, mais en même temps, ce côté maladroit-là pouvait le rendre très, très humain, très accessible, un peu comme tout le monde, parce qu'on a tous nos défauts puis nos travers. Puis ça, je pense qu'il l'admettait. Là, ça fait drôle de parler au passé parce que c'est comme s'il était mort. Non, il est bien là puis en forme. Comme homme politique, c'est ça. Non, je pense que ça a été quelque chose que les Québécois ont apprécié durant la pandémie, notamment le fait qu'il y a quand même, je pense que c'est quand même une humilité là, qui transparaissait. Ça, je pense qu'on peut pas lui enlever ce côté-là. Puis malgré ses fonctions, malgré ses grands succès aussi professionnels, en affaires, la Fondation d'Art Transat, etc., je pense que ça a toujours été un homme avec les deux pieds sur terre. Alors, on ne fera pas tout l'épisode sur lui, mais par exemple, j'ai quand même une question. Qu'est-ce que, selon toi, serait la chose la plus marquante de son passage comme premier ministre, donc depuis environ 7 ans et demi? Il a quand même fait pas mal de choses, avec plus ou moins de succès, comme tous les gouvernements, comme tous les chefs de gouvernement, c'est toujours comme ça. Si tu avais peut-être quelque chose en particulier... Mais moi, ce que je relève, de mon point de vue de mairesse de Longueuil, c'est la vision économique de M. Legault qui s'est quand même déployée, puis c'est pas nécessairement matière à faire les grands titres, parce que c'est pas des projets qui sont nécessairement tape à l'œil ou qui sont controversés, là, donc c'est pas au cœur de l'actualité, mais toute la vision qu'il avait développée dans son livre, je pense que ça s'appelait Cap sur un Québec gagnant à l'époque, là, la stratégie des zones d'innovation, qu'il avait confié d'ailleurs à Pierre Fitzgibbon, puis par la suite à Christine Fréchette, qui a commencé à être déployée dans les régions du Québec. Bon, il y a eu Bécancour, la filière batterie, c'est sûr que c'est plus difficile, mais quoi que ça se développe quand même du côté de Bécancour. Mais chez nous, à Longueuil, on a eu la zone d'innovation en aérospatiale. Puis on le voit concrètement, là, on est en train d'attirer pour des millions de dollars d'investissement. Puis je pense que c'est d'avoir vraiment mis en place une stratégie concertée sur le plan économique. C'est sûr qu'on a retenu beaucoup les insuccès là, de certains investissements, mais en même temps, c'est un peu le risque. Puis je pense que M. Legault le disait lui-même, quand on essaie d'intervenir dans l'économie, puis après, on peut être en accord ou en désaccord. Mais même au-delà des investissements dans les entreprises comme telles, moi, c'est pas tant ça que je veux souligner, c'est plus vraiment la stratégie de concertation territoriale. Donc, de créer des grappes sur le territoire puis de donner les moyens au milieu de se concerter pour attirer des entreprises
pas le volet investissement gouvernemental, mais vraiment le volet concertation. Puis c'est en train de porter ses fruits. En tout cas, moi, je le vois chez nous dans l'agglomération de Longueuil avec le secteur aérospatial. Mais je pense que tout le monde le voit dans la région ici, dans toute l'agglomération de Longueuil. Puis ça nous amène justement à l'autre thème. Il y a eu récemment l'élection municipale, puis les résultats sur le terrain, mais on les a vus se reproduire un peu dans le choix des citoyens là, avec ta réélection, puis on en a discuté sur le balado. Pas une simple réélection, je veux dire 89, quelque chose. Là. Exact. 88,8. On peut l'arrondir à 89. Arrondir à 89 ou à 90, c'est comme vous voulez. Non, mais c'est quand même spectaculaire et de voir le travail justement qui a été fait, puis de voir la réaction des gens qui est en faveur de votre équipe et de toutes les affaires qui ont été faites dans l'agglomération, ça doit faire quelque chose. Dans la ville, mais oui, ça touche aussi l'agglomération. Ouais. Ça touche l'agglomération, puis je pense que la dynamique au sein de l'agglomération n'est pas étrangère aussi au succès électoral, autant du côté de Longueuil, puis même, je vais élargir, du côté de Brossard. La mairesse a été réélue haut la main, même chose à Saint-Bruno de Montarville. Le maire de Boucherville a été réélu une nouvelle fois par acclamation. Bon, il y a eu un changement du côté de Saint-Lambert. Ça arrive toujours à Saint-Lambert, de toute façon. Il n'y a pas de réélection. Il n'y a pas de réélection de maire. Chaque fois, c'est spécial quand même. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas un maire qui a réussi à être réélu. Depuis Sean Finn, je crois. Mais... Exact, oui, qui était... l'ancien PDG du CN. Donc, en tout cas, mettons que Saint-Lambert, c'est un cas à part pour une dynamique qui lui est très propre. Mais autrement, je pense que les citoyennes et citoyens de l'agglomération de Longueuil ont été très satisfaits de voir le changement s'opérer, un changement en termes de dynamique politique, là, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire, on remonte juste il y a 4 ans, c'était le théâtre d'un déchirement sans fin depuis l'épisode des fusions municipales. Il y avait très peu de projets qui avançaient au conseil d'agglomération, beaucoup de chicanes, beaucoup d'accusations à travers des médias interposés. Puis ça, je crois foncièrement que ça ne servait pas l'intérêt public et que les gens le savaient, les gens le sentaient. Donc, de voir ce vent-là tourner, je pense que ça a favorisé la réélection des mairesses et des maires dans l'ensemble de l'agglomération. Moi, ce que je veux savoir, c'est plus de ton côté à toi. T'arrives, il y a 4 ans, t'es comme la jeune nouvelle qui rentre dans l'écosystème municipal. Donc, tu rentres, c'est quand même... tu sais, Longueuil, c'est quand même une des plus grandes villes au Québec. Oui, la 5e. Mais c'est ça. C'est pas rien non plus. Et l'une des rares agglomérations, enfin, ville comment on exprime ça? Ville qui... pas dirige une agglomération, mais qui oui, mais oui, préside... les agglomérations, il n'y en a pas tant que ça au Québec. Dans les grandes agglomérations, il y a Montréal, il y a Québec, puis il y a Longueuil. Mais d'ailleurs, Longueuil, on a une particularité parce qu'on est la seule... par exemple, la ville de Longueuil est la seule ville-centre d'une agglomération qui n'a pas la majorité au conseil d'agglomération. Il faut quand même le réaliser. L'agglomération de Longueuil, moi, c'est 50% ou presque de mon budget. C'est la moitié à peu près de mes compétences municipales aussi. Donc, c'est comme si... malgré la force de mon conseil, malgré que j'ai l'entièreté des sièges au conseil local, ça demeure que pour la moitié de tout, je suis en éternel gouvernement minoritaire. C'est ça. Puis il y a toujours de la négociation puis des compromis qui doivent se faire avec d'autres villes. Moi, ça va, ça sied bien, je pense, à ma façon de faire de la politique. Mais il faut le réaliser, si Québec et Montréal étaient dans des situations comme ça, je pense qu'on verrait à quel point c'est un modèle de gouvernance qui est difficile. Ouais, mais oui, puis en termes de population, d'agglomération, on est à peu près à égalité avec Laval, même peut-être un petit peu plus. Là. À l'époque, je pense que quand la ville a été fusionnée, je crois que c'était la 3e plus grande ville, puis on est tombé à 5e en défusionnant. Mais c'est ça, comme je disais, c'est plus de voir de ton point de vue ce contraste-là de quelqu'un qui rentre... une nouvelle conseillère, mairesse, jeune, une grande ville, une agglomération, comme tu viens de la décrire, puis 4 ans plus tard, t'es comme, je marche sur l'eau, là, genre, c'est comme... C'est juste 4 ans, puis on le dit souvent, hein, une année en politique, c'est très long, donc imagine 4 ans, mais d'être à la tête d'une ville comme ça, avec toutes les responsabilités qui sont rattachées, 4 ans plus tard, t'es comme, I'm the boss, c'est comme, il y a personne qui me touche.
Je rassure quand même les gens qui nous écoutent, là, c'est pas mon attitude. Non, je comprends. Je prends pas ça pour acquis, mais c'est sûr que je cacherai pas que c'est sûr que c'est le fun. Là, c'est toute une dose d'encouragement là, de recevoir un appui de cette hauteur-là à une élection. Je dois dire que même en 2021, j'ai obtenu 61% des votes au terme d'une course extrêmement compétitive, là, dans le sens où on était 4 candidats à la mairie. Il y avait le président quand même sortant d'un des plus grands syndicats québécois, en fait, le deuxième plus grand syndicat. Oui, exact. Donc, qui était président de la CSN. Donc, je veux dire, je trouvais déjà que l'appui était assez formidable, 61%. Mais oui, en plus, c'était un parti qui a commencé de zéro. Hein. Oui, nous, on a commencé... une feuille blanche. Écoute, on remplissait des documents, là, puis on avait $0 dans notre compte de banque. Puis c'était vraiment de bâtir une organisation politique de A à Z. Donc, c'était complexe. Donc, bref, déjà, je sentais énormément d'encouragement de la part de la population, c'est sûr. C'était un méga gage de confiance là, pour cette étape-là. Puis, donc, de voir que même après 4 ans, non seulement ça ne s'est pas aménuisé, mais c'est même un appui qui a augmenté. C'est sûr. Autant que c'est grisant, puis que évidemment, c'est agréable à recevoir, autant que tu dis, OK, c'est un autre poids de responsabilité, parce que là, à un moment donné, c'est dur de monter plus que ça. C'est sûr que tu peux pas plaire à tout le monde non plus. Fait que il faut être conscient que, parfois, il y a quelqu'un, en fait, c'est Jean-François Lisée qui disait, à l'époque, lorsqu'il était chef du Parti québécois, il nous avait dit ça à un caucus à un moment donné, que les points politiques, c'est-à-dire la crédibilité que tu te bâtis, ou pas la crédibilité, mais il y a des moments où ça doit être utilisé. Il y a des moments charnières où tu dis, bon, mais parce que tu as bâti un lien avec la population, ils peuvent tolérer en retour. Un capital politique que le capital, exact. C'est ça. Qui doit être dépensé, entre guillemets, parce qu'il y a des décisions difficiles que tu sais qui ne plairont pas. Mais moi, j'essaie de ne pas voir non plus les choses comme juste du plus et du moins. Je me dis, puis je pense que c'est ce qui a fait ma force ces dernières années, je suis comme de l'école où je me dis que tout s'explique. Puis je pense que d'avoir ce lien-là de confiance avec la population, ça permet d'être franc, ça permet d'être sincère, puis en s'adressant à l'intelligence collective des gens, de dire voici quel est l'état de la situation, voici pourquoi on prend cette décision-là, c'est pas facile, j'en suis consciente. Fait que même si c'est des décisions qui peuvent être impopulaires, ça affecte pas nécessairement le niveau de satisfaction parce qu'on l'explique puis que les gens comprennent. Oui, mais ensuite, il y a aussi une réalité, c'est que d'une manière générale, c'est que s'il n'y a pas une opposition qui se forme, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas un taux d'insatisfaction bien élevé. Puis d'ailleurs, dans ton cas, Catherine, on l'a pu le voir aussi au moment lorsque Léger Québécois ont publié leur baromètre des personnalités politiques, où tu avais un des capitales politiques, justement, en fait, je pense même que tu étais la première dans cette catégorie-là. Oui, mais en données nettes. En données nettes, oui, bien sûr. Et puis, on ne parle pas nécessairement juste de la population de Longueuil, là, c'était d'une manière générale. Mais c'est quand même révélateur. Donc, à un certain moment donné, c'est sûr que on peut être un peu impressionné par le score. Il y a un contexte aussi qui explique le score, c'est-à-dire que il y a une bonne cote de popularité. Les gens sont visiblement satisfaits, parce que souvent, ceux qui sont satisfaits ne parlent pas. Oui, puis on s'entend, là, puis c'est un peu l'éléphant dans la pièce, mais les taux de participation municipale sont bas. Là. Je vais pas prétendre que 100% de la population de Longueuil s'est exprimée sur il y a des gens aussi qui sur la vie électorale. Là. Il y a quand même presque le 2 tiers des gens qui se sont juste pas déplacés aux urnes. Mais parmi ces 2 tiers, alors évidemment, c'est jamais idéal en démocratie, on s'entend, mais je veux dire, parmi ces 2 tiers-là, il y a aussi des gens qui se sont dit « Ah, moi, Catherine, c'est pour elle que je voterai, mais
sert à rien que je vote. De toute manière, on a lutté beaucoup contre ça pendant la campagne électorale. Si vous saviez le nombre de portes auxquelles on s'est buté, puis que les gens nous disaient mais ça sert à rien de voter. C'était pas nécessairement négatif, là, c'était plus comme on le sait que tu vas gagner, puis c'est parfait, on est content. Puis je disais mais ça serait le fun, si tout le monde se dit. C'est ça, c'est dangereux parce que si tout le monde reste chez eux parce qu'ils sont confiants que tu vas gagner, ben peut-être que tu gagneras pas non plus. Ça, mais en même temps, je savais, je vais pas mentir, je savais que j'avais quand même une bonne marge de manœuvre. Il aurait fallu vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui aille voter pour que je sente que ça soit difficile. Mais moi, c'est plus une question de principe. Moi, j'y tenais au taux de participation. Je suis quand même fière dans un sens, même si j'aurais aimé l'augmenter, mais qu'il se soit maintenu pas mal là, au niveau de 2021. Il y a eu un très, très faible recul, je pense d'à peu près 2 points, même pas. Parce que justement, la course était perçue comme beaucoup moins compétitive qu'en 2021. Fait que j'avais peur que ça affecte notre taux de participation. Donc, on a redoublé d'ardeur, notamment pour aller rencontrer des électeurs qui ont moins l'habitude d'aller aux urnes, des jeunes, des personnes issues de l'immigration, des locataires. Parce qu'il y a encore des locataires aujourd'hui au Québec qui croient qu'ils n'ont pas le droit de vote. Là. C'est fou. Là. C'est un mythe tenace là, au municipal. Donc, on a fait ce travail-là. Je veux dire, on a cogné aux portes dans les quartiers 3, 4, 5 fois. Dans certains cas, là, c'est pas comme si on n'avait pas fait l'effort d'aller voir les gens puis de les informer sur les élections. Après, les citoyennes, les citoyens choisissent d'y aller ou pas, là, pour toutes sortes de raisons qui leur sont propres, notamment parce qu'ils peuvent sentir que de toute façon, ils sont confiants pour la personne qu'ils appuient ou parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'intérêt ou la disponibilité, là, je vais mettre ça entre guillemets, parce qu'entre toi et moi, je pense qu'on peut toujours trouver le temps d'y aller. Là, mais... On a eu cette discussion-là aussi avec Salim, puis tu sais, Longueuil, c'était pas l'exception. On l'a vu un peu partout, un taux d'absentéisme quand même significatif, puis on se demandait, mais c'est quoi qui fait en sorte que les gens vont se dire ça m'intéresse plus ou on vient justement de dire une des raisons que Catherine elle est bonne, elle va gagner, je peux rester chez nous. Mais je pense pas que c'est le cas dans toutes les villes non plus. C'est pas le facteur numéro 1. Autrement, les taux dans les autres villes auraient été plus élevés. Là. Ça concerne une petite frange de la population. Qu'est-ce qui explique? Il y a tellement de facteurs, mais c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant, mais surtout très, très important, là, cette espèce de déclin de la participation électorale. Puis on le constate, je veux dire, c'est pas seulement un phénomène québécois, là, c'est un phénomène occidental. Puis il y a un déclin d'élection en élection à tous les paliers. Ouais. Le seul soubresaut qu'il y a eu, c'est aux élections fédérales. Mais même là... Oui, puis c'est un contexte très particulier. Il y avait un contexte quand même incroyable où carrément c'était la souveraineté du pays qui était remise en question. On se rapporte au printemps dernier, là, il y avait des menaces d'annexion de la part de Donald Trump, quoi qu'on ne sait pas, peut-être que d'ici le temps que vous allez publier le balado, ce sera encore le cas après le Danemark. Mais ceci étant dit, donc c'était 24/7 dans les médias. C'était difficile de passer à côté du message de la campagne électorale fédérale de l'année dernière. Et pourtant, donc oui, le taux de participation a augmenté pour la première fois depuis plusieurs années au fédéral, mais ça demeure qu'un tiers des gens qui sont restés à la maison. Un tiers, là, c'est 1 sur 3. C'est quand même beaucoup. Qui ne se sont pas exprimés malgré que c'était une campagne probablement la plus médiatisée depuis très, très, très longtemps. Donc, je pense que ça dénote, d'une part, qu'il y a un nombre de personnes de plus en plus important qui se coupent totalement de l'actualité, que ce soit involontairement par la bande ou même volontairement, parce qu'il y a un phénomène, puis j'avais écrit une lettre ouverte à la suite des élections municipales dans la presse qui parlait de ça, c'est le phénomène là, de la non-information ou du désengagement envers l'information. C'est un phénomène aussi qui dépasse largement le Québec et où il y a de plus en plus de gens qui choisissent de se couper des médias, de l'actualité, qui ne veulent pas en entendre parler pour toutes sortes de raisons, que ce soit préserver leur santé mentale parce qu'ils trouvent que c'est anxiogène, que ce soit parce qu'ils n'ont vraiment aucun intérêt. Puis maintenant, ce qui est fou, c'est qu'autant l'information est à portée de main plus que jamais, autant on est capable aussi de faire notre vie sans aucun référent commun, puis sans
sans être mis en contact avec justement l'actualité. Il y a tellement de sources maintenant de divertissement. C'est possible de vivre sa vie sans rien se rendre compte de ce qui se passe autour de nous. Puis moi, ce qui m'avait frappé, c'est que j'ai des frères qui travaillent dans l'industrie de la construction, puis ce qu'ils me disaient, c'est que vous vous souvenez, là, l'époque de l'éclipse, là, c'était l'affaire dont tout le monde parlait, puis qu'il y avait des collègues qui étaient même pas au courant qu'il allait avoir une éclipse. Puis je suis comme, wow! Oui, alors... c'est pas pour... Là, je dis qu'ils travaillent en construction, mais ça n'a aucun rapport. Non, ça pourrait être des gens de n'importe quel milieu. Non, mais par contre, mais ça peut avoir une pertinence, ne serait-ce que parce que si tu es à l'extérieur puis t'es pas protégé, il y a aussi cette dimension-là. Oui, mais aussi le dire que c'est sûr que quand tu travailles pas dans un domaine, c'est sûr qu'il y a certains domaines dans lesquels tu travailles, je pense que tu n'as pas le choix. C'est sûr que tu vas être un peu en contact avec ce qui se passe, même si ça t'intéresse pas, même si tu veux t'en couper, tu peux pas. Il y a certains domaines que tu peux t'en couper si tu veux totalement. Mais je trouvais que c'était comme le paroxysme de l'image où, comme, OK, là, il y a des gens qui sont complètement déconnectés. Mais il y a aussi l'autre réalité. Hein. Tu l'as mentionné, on a tellement accès à tout ce qui se passe. C'est sur c'est dans nos téléphones. On voit à la journée longue, on a constamment des affaires qui rentrent. Et moi, je pense que ça a un effet négatif envers la politique et les politiciens parce qu'il y a une toxicité, il y a un cynisme. Tu sais, une perte de confiance. Ben c'est ça, parce que quand dans ton téléphone, tu as comme... Tu sais, 10 personnes que tu suis qui c'est tout du négatif, lui puis l'autre, puis voyons donc. Tu veux dire que ça finit par t'influencer ou à influencer ton attitude ou ton... Mais tu vois, c'est la raison aussi pourquoi nous on fait ce balado-là. Dans le fond, c'est qu'on essaye de rendre la politique plus sympa, plus agréable. On reçoit des gens de tous les partis politiques avec différentes visions. Souvent, vous le faites très bien, les gars. Merci, t'es très gentil. Et souvent, même avec des personnes avec lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord, mais sais-tu quoi? On essaye d'avoir le meilleur échange possible de manière à montrer que la politique, c'est important. Oui, c'est simple de faire ça. C'est simple, absolument. Non, mais très simple. Mais je comprends ce que Georges veut dire, c'est que c'est tellement négatif, tu sais, ça suscite évidemment un certain recul, un certain cynisme, voire même un dégoût. Oui, donc les gens se déconnectent. Et puis nous, on le voit, nous, comme Salim a dit, on est quand même très amical. On invite tout le monde. Nous, on veut jaser, c'est le fun pour nous. Ça crée des relations un peu différentes que celles qu'on a connues à une époque où c'était comme l'adversaire. Et tu vois le commentaire et c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas vu le même épisode que nous, je comprends pas. Oui, c'est sûr. Puis je veux dire, je pense que la majorité des gens, quand ils voient des commentaires aussi intenses, ils font juste comme, moi, je veux pas lire ça. C'est comme, j'ai d'autres choses à faire. Ou, c'est... Puis en même temps, des fois, je me dis, Colin, les élus, ça aide pas toujours. Dans le sens où cette espèce de toxicité-là dont on parle, mais parfois elle est alimentée aussi dans nos parlements, dans nos conseils de ville. Ah, ben oui. Ensuite, ensuite c'est sûr que... Vous vous souvenez, à Infoman, là, pendant cette année, là, je pense que c'était Infoman qui ont présenté l'Assemblée nationale comme une espèce de garderie. Oui, c'était très drôle. Mais en même temps, ça... c'est triste parce que c'est souvent vrai. Ben oui, c'est ça, mais ça trahit parfois une réalité. Hein, comme toute caricature, on part d'une certaine réalité, effectivement. Mais écoute, je veux te ramener rapidement à la campagne municipale, la dernière, parce que moi, bien sûr, j'ai observé ça avec beaucoup d'intérêt, d'attention. Puis longtemps avant, on voyait des pancartes Catherine Fournier puis les gens de son équipe un petit peu partout avec cette belle couleur d'ailleurs que moi j'adore parce que ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude en politique. C'était l'objectif. Rose magenta. C'est ça. Et c'était un petit peu partout. Puis écoute, je portais mes enfants à l'école ou un truc du genre, je passe par là, puis tu sais, je vois des pancartes et tout, puis je trouve ça très, c'était très le fun. Et j'imagine que c'était un espèce d'exercice aussi où tu allais t'appeler à la porte de certaines personnes. Comment ça s'est organisé ça? Parce que ça a très bien donné. Campagne d'affichage terrain. En fait, je suis quand même très fière de ça parce que je pense que j'ai été une des premières... Sinon, en tout cas, je pense que je suis la première au Québec à avoir fait ça. J'ai commencé, en fait, en 2018 à la campagne québécoise, quand j'étais candidate pour le Parti québécois. Tu sais, je suivais beaucoup la politique américaine, je la suis encore. Puis, tu sais, je m'intéresse aux stratégies d'organisation électorale. Moi et mon directeur de cabinet aujourd'hui, Louis-Philippe, qui travaillait aussi pour moi à l'époque, on a lu beaucoup, on s'est informé beaucoup sur cette question-là. Puis,
c'est sûr qu'il y a quelque chose de très différent aux États-Unis du Québec, c'est l'affichage. T'sais, eux, ils affichent pas dans les rues, ils affichent vraiment sur les terrains des gens. Puis, de par les recherches qu'on a faites, semblait dire que ça développait un plus grand sentiment d'appartenance, que les gens se sentaient plus mobilisés pour aller voter, puis surtout que ça avait plus d'influence aussi, en définitive, sur le vote que les campagnes d'affichage classiques ou dans des endroits plus neutres, parce que ça a une certaine influence sociale. Nécessairement, tu dis, non seulement pour le candidat, mais même pour la campagne. Si tu vois une pancarte d'un parti politique ou d'une candidate ou d'un candidat sur le terrain de quelqu'un, un de tes voisins, tu dis, c'est quoi? Ça suscite l'intérêt, la curiosité, tu vas peut-être un peu plus t'informer, versus si c'est une publicité un peu comme classique dans l'affichage public. Donc, on avait testé cette méthode-là en 2018 à plus petite échelle parce qu'on avait des budgets aussi qui étaient limités par le parti, puis c'était comme une première, mais ça avait vraiment bien fonctionné. Puis il y avait quelques autres candidats, députés, je pense que c'était Véronique Yvon, puis autres qui avaient commencé à le faire aussi pendant la campagne, suivant ce que moi j'avais commencé à déployer. Donc, vu qu'il y avait eu une belle réception, puis les gens étaient vraiment plus ouverts, parce que quand tu fais ça pour la première fois, tu te demandes est-ce que les gens vont accepter, c'est tellement pas dans la culture québécoise. Puis oui, non, on avait eu un beau taux de réception, on avait passé très rapidement toutes nos pancartes. Donc, quand je me suis lancée en 2021, je me suis dit, là, c'est ma campagne, là, 100%. c'est équipe Catherine Fournier, donc on va faire une campagne d'affichage privé plus massive, puis ça avait vraiment, vraiment bien fonctionné. Même à la fin, on avait encore plus de pancartes, puis les gens étaient... Il y avait quasiment un commerce de pancartes, dans le sens où tout le monde en voulait. Fait que là, cette année, on s'est dit, ben là, on va le refaire, puis on va en commander encore plus. Puis, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'en amont de la campagne, mais c'est sûr qu'on avait déjà commencé le porte-à-porte, nous, depuis le printemps, puis on le proposait déjà. Là, on savait qu'on allait recevoir nos pancartes fin août. Donc, on avait comme un genre de registre de toutes les personnes qui nous avaient demandé ou en tout cas qui étaient d'accord à avoir une pancarte ou qui nous en avaient demandé une jusqu'au mois d'août. Puis en nous, quand on les a reçus, on les a déployés partout. Fait que ça a déjà fait comme un effet fort. Puis à partir de ce moment-là, c'est surtout les gens qui nous en demandaient parce qu'ils envoyaient sur les terrains. Fait que moi, je crois à cette stratégie. Mais c'est très bon. Et puis effectivement, honnêtement, au Québec, j'avais jamais vu ça. J'ai vu ça en Ontario, par exemple, qui sont souvent en avance à s'inspirer des Américains. C'est plus la culture anglo-saxonne, peut-être aussi. C'est ça. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Puis, sais-tu quoi? Tu sais, toute cette suspicion qu'il y a à l'égard de la politique puis des politiciens, je trouve que ce genre d'initiative, ça rapproche un petit peu. Parce que ça veut dire que, bon, regarde, si mon voisin puis le voisin de l'autre puis de l'autre bord de la route, il y a du monde qui accepte de mettre des pancartes sur leur terrain, tu sais, c'est un acte politique. C'est comme acheter une carte de membre, dans le fond, d'un parti politique. Alors que même que c'est plus, là, parce que là, tu t'affiches vraiment. Ah oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'au début, ça m'a même étonnée. J'aurais pensé que ça aurait été plus dur au Québec de faire ça. Puis je sais pas si ça va dépendre des milieux. Nous, à Longueuil, en tout cas, clairement, je pense qu'on a brisé peut-être ce tabou-là. Parce que, puis là, clairement, ça fonctionne très, très bien. Puis ça va sûrement devenir dans les mœurs politiques. Parce que, tu vois, là, mes opposants ont tenté de faire la même chose aussi. C'est sûr que tout le monde s'adapte à la stratégie. Puis depuis que j'ai fait ça pour la première fois en 2018, j'ai vu d'autres tenter aussi de le faire. Mais je pense que la campagne à plus grande échelle, ça a été celle de Longueuil en 2025. Écoutez, on avait plus de 3500 pancartes affichées sur des terrains, puis on aurait pu en déployer plus. Là. Écoute, c'était peut-être même 5000. J'ai perdu le fil, là, mais... On avait des demandes en masse. Puis plus t'en as, plus t'as des demandes. Puis les gens, ils prennent vraiment soin là, de leur pancarte. Puis des fois, tu sais, ça peut arriver qu'il y ait du vandalisme ou se faire voler une pancarte. Puis là, les gens allaient sortir leur caméra, tu sais, maintenant. Puis les gens prenaient ça tellement au sérieux. C'est encore mieux parce qu'ensuite, ça devient viral. Puis tu sais, c'est parfait. Est-ce qu'on peut parler un peu de ton bilan? Parce que... tu sais, selon mon expérience, c'est hors commun de voir un peu des résultats tangibles, surtout au municipal. Tu sais, il y a tellement de filtres là que, tu
petites annonces, par exemple, du fédéral ou du provincial, que ça arrive au niveau municipal et que les gens puissent voir les résultats. Ça n'arrive pas très souvent. Puis, c'est le contraire qu'on a vu à Longueuil dans les 4 ans en termes de développement en logement, par exemple, où tu as mentionné, évidemment, tout le secteur de l'aéronautique. Il y a tellement d'affaires qui se passent. Oui, ça a bougé. Oh my God. Puis, ça doit être quand même spécial parce que de réaliser ces choses-là en dedans de 4 ans et de voir ces réalisations-là, c'est quand même spécial. Oui, mais au contraire, c'est au palais municipal que ça peut se visualiser davantage. Moi, je le crois parce que même si parfois il y a des politiques qui découlent de Québec puis d'Ottawa, puis oui, ça peut être long, ça peut être fastidieux, ça demeure que les appareils municipaux sont quand même plus flexibles, même si ça demeure des grosses machines. Là, juste Longueuil, c'est plus de 3000 employés. Mais il y a quand même, je pense, des retombées visibles. Puis peut-être aussi que c'est parce que c'est des services qu'on consomme au quotidien. 70% des services publics consommés sont des services municipaux. Au jour le jour. Donc, c'est pour ça que leur effet est très rapide sur notre vie. Puis quand on fait des changements, ben, on les voit aussi rapidement. Donc oui, autant sur la question du logement, on a eu des records de mise en chantier, mais surtout, on a développé des stratégies novatrices. On a fait changer des lois. Je l'ai dit souvent, là, c'est quand même drôle parce que j'ai réussi à influencer plusieurs lois au gouvernement, plus que lorsque j'étais notre députée dans l'opposition. Donc, c'est un peu... en tout cas, ça serait un autre sujet complètement. Mais évidemment, j'étais contente et fière de ça parce que ça peut avoir des retombées tangibles sur la vie des gens de Longueuil. L'attractivité aussi d'entreprises en aérospatiale, même en itinérance. On a fait face à une crise immense qui s'est beaucoup... qui a explosé ces dernières années, même entre le moment où j'ai été élue puis le milieu de mon mandat, on n'était pas du tout dans la même situation. Puis on a quand même trouvé des façons de concerter les partenaires communautaires, d'être vraiment proche du milieu. Puis ça, c'est évidemment quelque chose qui se sent, puis qui fait en sorte aussi qu'en ayant non seulement la confiance des citoyens, mais la confiance des partenaires, des organismes, on est capable de bouger plus vite aussi en tant que ville. Mais je pense aussi que quand tu parles de confiance des citoyens, il y a aussi la transparence. Puis ça, c'est quelque chose aussi que je trouve que toi, tu étais comme au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir. Tu sais, quand tu es sorti pour dire le coût, par exemple, des infrastructures, tu sais, l'autre jour avec la police avec non, c'est pas la SQ, mais avec le service de police de Longueuil. C'est des moves là que on n'a pas l'habitude de voir des maires ou des mairesses... avoir le courage de le dire ou d'agir, ce qui est... C'est sûr que c'est plus... Tu sais, dans la politique classique, vous connaissez ça, les gars, ça fait longtemps que vous êtes là-dedans aussi. Tu sais, c'est sûr que les réflexes traditionnels, c'est de se dire, quand exemple, quand il y a des coûts très élevés, c'est d'essayer de le... C'est quoi les lignes? Oui, c'est quoi les lignes? Qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Mais, puis je comprends, puis c'est pas un blâme envers personne. C'est sûr que c'est comme notre instinct. Puis, tu sais, je veux dire, j'en avais vu quand même passer depuis mon élection comme mairesse, mais là, c'est juste le printemps dernier, je me suis dit, OK, là, ça a juste plus de sens, il faut qu'on alerte les gens. Mais c'est ça qui est rafraîchissant. Il faut amener l'enjeu dans l'espace public. Mais c'est ça qui est rafraîchissant, puis c'est ça qui, en réalité, va venir reconnecter la politique, les politiciens, les élus. C'est ça, j'y crois. Parce que, tu sais, on dit souvent... on va faire la politique autrement. Mais tu sais, depuis Aristote et Platon qu'on dit on va refaire la politique autrement. C'est un peu un vœu pieux. Non, mais c'est un vœu pieux, mais à un moment donné, il faut... veut pas, tu sais, avec... Mais c'est un vœu pieux, mais moi, j'essaie de le faire pour... Non, mais c'est ça. Non, mais de toutes les manières, on évolue, hein, tu sais. On essaye d'évoluer toujours pour le mieux. Puis, tu sais, quand on dit on veut des jeunes en politique, c'est parce qu'on veut que les jeunes fassent les choses différemment. Pas parce qu'on... En fait, comment je vais te dire ça? Dans le sens que souvent en politique, on dit oui, mais c'est ce qu'on a toujours fait. OK, mais ça se peut que ce qu'on a toujours fait a ses limites, puis que là, c'est le temps de recommencer quelque chose. Exact. T'sais? Comme moi, je disais à mon administration, parce qu'ils disent, ben là, toutes les villes font ça. OK, mais ça veut pas dire que c'est parce que toutes les villes font ça que toutes les villes sont sur la bonne voie. Donc, peut-on réviser? C'est ça, mais mais parfois, il faut penser à l'extérieur de la boîte, là, puis essayer ça. Puis surtout, le but ici, c'est pas de faire des mini-révolutions. Le but, c'est juste d'arriver à l'objectif qu'on
souhaitent tous, mais de trouver un autre moyen si le moyen connu est plus lent, plus cher, moins efficace, moins efficient, et qu'au final, il frustre le citoyen et la citoyenne. Mais tu sais quoi? Moi, ce que je trouve curieux, parce que, tu sais, on a tous vu l'explosion des coûts, là. Puis quand tu veux développer une ville, puis tu as cette réalité-là, puis tu as bien fait de le souligner. « Hey, guys, en passant, voici ce que ça coûte. » Qu'est-ce qu'on fait pour... tu sais, c'est quoi la solution? Comment est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on peut même fixer ce problème-là? Ça doit être un enjeu quand même spécial, là, au niveau des villes. Énorme, puis d'une complexité aussi qui dépasse largement le pouvoir des villes. Tu as raison de dire que moi, j'ai souhaité faire une espèce de prise de conscience aussi pour peut-être limiter les attentes, hein, parce que tout le monde, on veut beaucoup, mais au final, qu'est-ce qu'on est capable de livrer dans l'état des choses actuelles? Il y a ça. C'est de prendre conscience de combien les choses coûtent. Je pense que c'est important dans une perspective de pédagogie citoyenne. Puis c'est pour ça aussi que par la suite, pendant la campagne, moi, j'ai annoncé qu'on allait se concentrer exclusivement sur l'entretien, la bonification de l'existant et non pas dans le développement des nouvelles infrastructures pour cette raison-là, parce que on est limité, nécessairement, on a des choix financiers difficiles à faire, encore plus du côté des municipalités, parce que on dit parfois, c'est des investissements. Oui, mais parce que nous, nos investissements, quand on s'endette pour des infrastructures, en fait, c'est comme ça pour tous les gouvernements, là, mais le service de la dette est dans notre budget d'opération. C'est juste que nous, contrairement aux autres gouvernements, notre budget est obligatoirement à l'équilibre. C'est une loi, donc c'est pas une mauvaise chose, mais c'est juste que vous comprenez qu'on a une limite d'investissement. On pourrait pas dire qu'on fait un grand rattrapage en matière d'infrastructure tout d'un coup parce que tu augmentes ton service de la dette, puis là, tu dois couper dans tes services quotidiens, tu dois couper dans tes opérations, ce qui est impossible avec les salaires. Ouais. En tout cas, bref, vous comprenez le portrait. Fait qu'on a une marge qui est quand même très, très réduite. Fait que nos investissements, il faut bien les choisir de façon prioritaire. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse travailler sur la question des coûts. Je pense que les villes ont un rôle à jouer. Tu sais, moi, je l'ai dit avec mon collègue Stéphane Boyer à Laval. Il y a peut-être des choses qu'on est capable de mutualiser. D'ailleurs, nos deux administrations sont présentement en train de travailler ensemble sur ce chantier-là. Mais maintenant, c'est pas tout. On peut aussi jouer un rôle en peut-être révisant les besoins qui sont exprimés dans nos appels d'offres. Est-ce que parfois on est comme trop précis? Est-ce qu'on... Je dis pas qu'on veut pas avoir des beaux projets, mais est-ce qu'à force de dire on veut avoir, je sais pas, la caserne de pompiers la plus magnifique qui soit, est-ce qu'on accepterait qu'elle soit peut-être un peu moins belle ou un peu moins tape à l'œil, mais au moins servicielle, qu'elle soit moins chère? Ouais. Moi, c'est ça que je dis aux équipes de la ville, c'est que recentrons-nous sur le besoin aux citoyens. On n'est pas obligé d'avoir les plus belles affaires, mais il faut que ça soit accessible. Les gens veulent une offre. C'est sûr que ce serait le fun d'avoir tout le temps de gagner les prix d'architecture et que ce soit... Je crois en la beauté et en l'esthétique aussi des bâtiments publics, mais il faut faire des choix. Fait que c'est quoi en définitive ce qu'on doit retenir? Fait que je nous invite à cette réflexion-là du côté des villes. Puis maintenant, du côté du gouvernement, moi, j'avais appelé à des états généraux pour bien comprendre la source de la hausse des coûts. Là. Il y a des facteurs macroéconomiques, on l'a vu avec l'inflation, avec les pénuries de certains matériaux, mais il y a quand même des facteurs, la productivité de la construction, les normes, moi j'insiste beaucoup là-dessus, les normes qui s'accumulent avec le temps. Il y a personne qui est contre la vertu, il y a des bonnes raisons pour lesquelles on adopte différentes normes, mais on ne prend jamais le temps de faire le ménage. Donc, de réviser ces normes-là puis de se dire OK, est-ce qu'il y en a qui sont en contradiction? Est-ce que les anciennes normes sont toujours aussi pertinentes au regard d'aujourd'hui? Puis aussi une réflexion collective à avoir, est-ce qu'on doit viser toujours le risque zéro? T'sais, on a beaucoup de normes sismiques ou autres, là, mais c'en est un bon exemple. Lorsqu'on veut rénover du patrimoine ou rénover des vieux bâtiments, à quel point je comprends là, que ça se peut là, qu'il y ait un tremblement de terre. Ça peut arriver, ouais. Puis je dis pas non plus de pas s'en prémunir, mais est-ce qu'on devrait avoir des niveaux de prévention des tremblements de terre comme si on était en Californie? Je non, sais pas. Mais le niveau de risque, de toutes les manières, je veux dire, il s'évalue aussi. Hein. Même les compagnies d'assurance, elles sont capables d'évaluer les niveaux de risque lorsqu'elles assurent. Donc comme société, il faut aussi se poser cette question-là. Peut-être que la réponse, c'est oui, qu'on veut viser le risque zéro, mais je me dis, il faudrait en discuter, puis il faudrait être conscient de l'effet que ça a sur nos finances. Écoute, le temps file, mais je voulais quand même
t'amener aussi sur un autre sujet, parce que, évidemment, t'es mairesse de Longueuil, réélue récemment. Il y a une élection provinciale qui s'en vient. Non, je ne veux pas dire si tu vas te présenter au provincial, c'est pas ça. La réponse est non. Je viens d'être élue comme Non, je sais. Il y a une place qui s'est libérée là, à la CAQ. Je suis partie de la politique québécoise. Je m'y intéresse toujours, mais je suis très bien au municipal. Mais, non, on sait bien. C'était juste une petite blague. Mais regarde, tu sais, est-ce que tu as commencé à faire ta liste d'épicerie pour les partis politiques en vue des élections d'octobre 2026? Mais je dirais que moi, je suis beaucoup dans une approche de quand il y a un besoin, on fait les démarches nécessaires auprès des ministères pour jauger l'ouverture. Puis jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé dans les 4 dernières années. Mais c'est sûr qu'il y a des grandes idées, des grands principes. Tu sais, je pense que ça va être une concertation du monde municipal, voire des demandes de Longueuil spécifiquement, mais ça va surtout tenter de regrouper, là, d'avoir une solidarité des villes autour des demandes qui seront faites. Il y a un rapport sur la fiscalité municipale qui va être dévoilé là, dans quelques mois, qui a été mené conjointement par Nicolas Marceau et Monique Jérôme Forget. Oui, qui avaient été deux anciens ministres des Finances, un péquiste, une libérale, qui ont été mandatés par l'Union des municipalités du Québec, là, puis qui ont consulté des villes dans à peu près, je pense toutes les régions ont été mises dans le coup. Puis, tu sais, je pense que comprendre là, de mes discussions avec eux que ça sera des solutions qui seraient pragmatiques, réalistes à mettre en œuvre. C'est sûr que on pourrait se dire, ça prend une réforme très, très grande de la fiscalité, puis donner un pouvoir de taxation, partager l'impôt comme ça se fait en Scandinavie, par exemple. T'sais, c'est sûr que c'est le fun comme réflexion à avoir, mais on s'entend, je pense pas qu'il y a aucun parti politique qui prenne une position là-dessus pour les prochaines élections, mais est-ce qu'on est capable de dire, OK, est-ce qu'on peut réviser la taxe foncière? Est-ce qu'on peut réviser... Je pense qu'il va y avoir quand même plusieurs propositions intéressantes en matière de fiscalité pour donner plus de pouvoir aux villes, de pouvoir en termes de pouvoir d'affronter les défis là, qui se dressent devant nous. On n'a pas parlé des changements climatiques, mais ça force beaucoup d'adaptation dans nos villes, ce qui a aussi un poids sur les infrastructures. Ça va être quelque chose d'important, d'assez fondamental, la question du logement. Ça continue de l'être, puis c'est pas évident parce que c'est une compétence qui est comme séparés entre le fédéral, le Québec, les villes, de pouvoir bien se concerter. Je pense que même au-delà des demandes tangibles, c'est d'avoir un partenaire collaboratif puis ouvert aux demandes du milieu municipal. Je dois dire que dans les dernières années, ça a varié selon les ministères. C'est plus, je pense, un alignement gouvernemental qu'on va rechercher aussi, que tout le monde, au-delà de la personnalité du ministre, soit sur la même longueur d'onde, puis qu'on sache qu'on sert les mêmes citoyennes et les mêmes citoyens. Quand on parle d'itinérance, c'est la même chose. Il faut penser en termes d'équipe. On est une équipe au service de la population. Puis, donc, je pense que ça, c'est la chose la plus importante à rechercher chez le prochain gouvernement. C'est toujours un plaisir de te voir. Je sais qu'on n'a pas eu trop le temps de rentrer en détail, mais je vais apprivoiser la politique. C'est un livre que tu as écrit, mais on a fait des références quand même parce que ça parle beaucoup d'éducation, pourquoi c'est important pour les jeunes. C'est littéralement une encyclopédie. C'est comme un A à Z. C'est comme qu'est-ce que tu dois connaître de la politique. Mais on a essayé de la rendre le fun quand même. Exactement. Donc, c'est vraiment... C'est assez ludique dans la façon de présenter l'information. C'est quelque chose que j'ai aimé faire en l'écrivant aussi. Ben alors, justement, parce que il y a souvent des jeunes qui nous écrivent parce qu'ils nous écoutent sur les diverses plateformes. Oui, qui se demandent qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Honnêtement, commencez par lire ce bouquin. Vous allez déjà commencer à avoir une bonne idée. Ils se demandent quoi faire pour faire la politique? Oui, faire de la politique ou s'intéresser à la politique ou s'impliquer en politique. Parce que j'allais dire, même, j'ai un chapitre que c'est comment s'impliquer en politique. C'est ça. Non, mais c'est en plein ça. Alors pour tous ces jeunes qui nous écoutent et qui ont le souhait de s'impliquer en politique, contribuer un peu à notre vie démocratique. Notre démocratie a tellement besoin d'amour. Puis de comprendre les dessous aussi, parce que oui, tu sais, j'ai écrit en disant, bon, qu'est-ce qui sont les connaissances politiques importantes ou essentielles à savoir, mais en même temps, avec mon expérience, autant à Québec, puis maintenant comme mairesse, j'étais capable de donner aussi un peu les dessous de comment ça fonctionne, des dynamiques. Donc, je pense que c'est l'intérêt du livre. Alors, Catherine, 2026, c'est une année importante pour toi. Alors, on te souhaite tout le meilleur avec ton époux et votre futur bébé.
Oui, merci beaucoup. Ça va être très excitant. Ben ouais, oui, vraiment. Ben oui. Merci beaucoup tout le monde. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, les réseaux sociaux, les plateformes audio. Faites toutes ces belles choses-là, ça nous aide énormément. Allez suivre Catherine pour suivre de près les belles choses qu'elle fait dans la ville de Longueuil. On se voit très bientôt. Ciao tout le monde. Au plaisir, au revoir. Merci.